Amis de la radio, bonjour. Vous étiez de plus en plus nombreux à me demander de continuer cette série que j'ai fait sur le montage de ce petit post. Et aujourd'hui, je voulais à l'origine traiter toute la partie BF et je me suis aperçu en préparant ces vidéos que ça ferait encore une vidéo trop longue. Et ici, j'ai décidé de me limiter, on va dire, à la partie, on va dire, pré-ampli quelque part, la première partie de l'ampli, ce qui va aussi nous permettre de regarder des notions très intéressantes et vraiment, on va dire, de base de l'utilisation des transistors, comme les classes de fonctionnement en amplificateur. On va voir classe A, AB, AB et C dans cette vidéo. Et par contre, on va continuer à progresser de façon pratique, donc on va monter cette petite partie encore de l'appareil, et la faire fonctionner. C'est parti. Alors voyons un petit peu les contraintes de l'amplificateur de ce petit poste. Il est alimenté avec une tension faible de 3 volts, donc ça c'est pas beaucoup, et on va voir que ça impose des choix technologiques qui ne seraient pas les mêmes que si on avait une tension plus élevée. On a aussi une tension qui n'est pas stable. Il ne faut pas oublier que c'est alimenté par des piles. Alors les piles, quand elles sont neuves, elles vont donner à peu près 3 volts, et puis elles vont s'user, et la tension va baisser jusqu'à 2,6, 2,5 volts. Et il faut quand même que l'appareil continue à fonctionner, au moins dans cette plage-là. C'est alimenté sur pile, donc il faut bien sûr avoir une consommation la plus faible possible, parce que c'est cela qui assurera l'autonomie, sinon il faudra changer les piles très souvent. C'est un petit poste aussi qui va quand même être, qui est fait pour être portable, donc on peut s'attendre à ce qu'il fonctionne sur la plage en plein soleil, même si en ce moment c'est pas gagné, et pourquoi pas au sport d'hiver sur le bord d'une piste. Donc il faut aussi qu'il soit quand même relativement stable en température, et en plus c'est pas un appareil qui doit coûter cher. Ça veut dire qu'il faut essayer de limiter au maximum le coût, ce qui va généralement de pair avec une grande simplicité. Par rapport à ce qu'on a vu sur le transistor, comment on pourrait faire comme ça un amplificateur? Ici, pour bien comprendre la première partie de cet ampli et un petit peu on va en profiter pour expliquer un petit peu les différentes classes de fonctionnement, je vais faire ici un petit montage très simple qui dit, bah voilà, je veux amplifier, je vais mettre un transistor, on va le mettre tout bête, ici une charge, ici mettre un signal en entrée, et puis regardez comment ça amplifie. J'ai fait le montage donc que je viens de vous présenter sur papier, et nous allons regarder un petit peu ce qui se passe. La voie jaune est branchée, on va dire, sur l'entrée. La voie verte est branchée sur le collecteur du transistor, donc là le circuit n'est pas alimenté. Et les deux voies là, ici, ont 1 volt par division, c'est-à-dire que chaque carreau ici représente 1 volt. Le voltmètre ici en vert intégré indique la tension sur le collecteur. Alors je vais brancher l'alimentation. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que la tension sur le collecteur, elle passe à la tension d'alimentation à 3 volts. Ce qui est tout à fait normal, vu que le transistor, là, il n'y a pas de courant, il est bloqué, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun courant dans la base, donc il n'y a aucun courant dans le collecteur. U égale RI, je rappelle, donc comme ici I est égal à 0, la tension aux bornes de la résistance, elle est nulle. La tension aux bornes de la résistance, on est bien d'accord qu'elle s'en soustrait ici à la tension d'alimentation, donc comme elle est nulle, il n'y en a pas. Donc ici, je vais mettre un signal alternatif de 1 kHz à l'entrée. Donc ici, on voit, j'ai un signal. Pour info, là, il fait 300 mV, 400 mV. Et déjà, on peut voir quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est qu'avec un signal de 400 mV ici à l'entrée alternatif, j'ai absolument rien en sortie. Donc déjà, ça veut dire que je suis assez embêté, parce que si je veux amplifier un signal qui est faible déjà, mon amplificateur, il ne marche pas terrible. Alors je continue. Là j'ai un signal de 1,6 volts crête à crête, et je commence à voir quelque chose. Alors pourquoi qu'est-ce qui explique ça? C'est simple à comprendre. Rappelez-vous, dans le modèle du transistor, il fallait voir qu'il y avait une sorte de diode en entrée, entre la base et l'émetteur, avec une tension de seuil de l'ordre de 0,6 volts. Tant que la tension n'atteint pas ce seuil, il n'y a rien, il n'y a aucun courant qui passe. Ici, la tension de 1,6 volts crête à crête, c'est la tension qu'il y a entre ici et ici, mais par rapport à la masse ici, elle est au milieu, ici. Ça veut dire que la tension positive, je veux dire l'onde positive ici par rapport à la masse, elle est de 1,6 divisé par 2, donc 0,8 volts. Et c'est pour ça, vu qu'elle commence à dépasser les 0,6 volts, en négatif, ici, quand c'est négatif, il n'y a rien du tout, donc le transistor est bloqué. Par contre, là, sur la partie positive, quand ça commence à dépasser le seuil, ça commence à faire passer du courant dans le transistor.
et à ce moment-là, la tension au collecteur fonctionne. On peut voir que déjà, quelque chose d'intéressant, c'est qu'un transistor comme ça, il va inverser le sens, hein, il va inverser ce qu'on appelle la phase, ce qui est assez normal, vu que quand il y a du courant qui passe dans la base, ça fait passer du courant dans le collecteur, qui va faire baisser la tension au niveau du collecteur. Donc ici, si je continue à monter l'amplitude, là on voit que j'ai vraiment un signal qui apparaît, voilà, jusqu'au moment, là je force exprès, où il arrive presque à la masse à cet endroit-là. N'oubliez pas que la masse là, du signal de sortie, elle est à ce niveau-là, et il ne peut pas descendre plus. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que si je monte un transistor de cette façon-là, je n'amplifierai que les parties positives, parce que là elles sont quand même quelque part amplifiées, hein, regardez bien. Là j'ai quasiment 1 volt de positif, ici j'ai quasiment 2 carreaux, donc 2 volts. Donc j'ai bien une amplification quelque part. Mais elle n'est pas tellement exploitable, elle n'est pas exploitable, elle n'amplifie que la moitié de mon signal, et en même temps, on voit qu'elle n'amplifie que à partir du moment où la partie positive ici dépasse 0,6 volts, sinon j'ai rien du tout. Dans les classes d'amplification des transistors, ça a un nom, ça s'appelle la classe C. La classe C est quelque chose où il n'y a aucun artifice de polarisation qui va permettre de changer le point de fonctionnement du transistor quelque part, et on voit que ça c'est pas vraiment utilisable. Alors ça n'empêche pas que c'est très utilisé la classe C, mais c'est utilisé dans un cas très spécial qui est l'amplification haute fréquence, et j'en parlerai une autre fois, mais enfin je veux dire ici pour faire de l'amplification BF, c'est pas exploitable. Ce qu'on peut faire pour éviter ça, on va voir qu'il y a une possibilité qui va être de dire je vais déjà mélanger à mon signal d'entrée une tension continue au moins de 0,6 volts. Je vais donc à l'aide de mon générateur rajouter une tension continue ici dans le transistor. Voilà. Donc là on la voit, elle augmente. Et jusqu'au moment où ici on voit que cette tension continue elle commence à faire passer un courant dans le collecteur et donc baisser la tension. Voilà, on voit ici la limite est comme ça. Donc là, je vais rester à cette limite-là. On voit que ça n'a rien changé pour la tension, mais que j'ai mis ici une tension continue. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je viens superposer à cette tension un signal? Donc ici, voilà, je l'augmente. Ici, on peut voir quelque chose d'intéressant qui dit que dès quasiment il y a un signal à l'entrée, il commence à y avoir un signal d'amplification à la sortie. Là, qu'est-ce qu'on a gagné? C'est que là, par exemple, j'ai un signal d'entrée qui, d'un point de vue alternatif, fait ici, par exemple, 200 millivolts crête à crête, c'est-à-dire 100 millivolts, et avec 100 millivolts, j'ai déjà ici une réaction, une amplification. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant. Je n'amplifie toujours que les parties positives de mon signal, mais j'ai quand même ici une amplification. En mettant sur la base du transistor tension qui correspond juste au début de conduction du transistor, j'ai éliminé déjà ce besoin de dépasser la tension de seuil, et c'est déjà une amélioration. Par contre, qu'est-ce qui n'est pas bon du tout dans mon système? Il y a deux choses qui ne vont pas du tout. La première, c'est que je n'amplifie toujours que les parties positives. On voit ici que quand c'est positif, il y a bien une amplification, ici, j'amplifie rien. Et en même temps, il y en a une autre, alors qu'on verra mieux ici, voilà, en mettant un signal triangulaire, c'est que j'ai quand même pas mal de distorsion. C'est-à-dire qu'ici, si je continue à augmenter, on voit que mon signal, ici, toc, il est relativement bien linéaire, c'est-à-dire qu'il varie bien de façon linéaire comme celui-là. Par contre, quand j'arrive ici juste au début, on voit que c'est un peu arrondi, alors qu'ici, ça ne l'est pas du tout. Pourquoi? Parce que quand je suis ici tout au début, je suis encore dans la zone de ce coude-là de la diode qui fait que je ne suis pas réellement linéaire. Alors ce mode d'amplification, ça s'appelle la classe B. La classe B, c'est se dire, quand j'ai pas de signal à l'entrée, comme on voit comme ça, je consomme rien, il n'y a aucun courant qui passe dans le transistor, je suis juste à la limite, mais par contre, quand il y a un signal, là, je suis quand même beaucoup mieux que dans l'autre classe, dans la mesure où je commence à amplifier automatiquement. La classe B, c'est pas mal, ça a l'avantage justement de rien consommer, ça a un énorme inconvénient déjà, on voit que ça n'amplifie que les moitiés du signal quelque part, et ça, on peut
le contrecarrer en faisant un double système, un qui va s'occuper de la partie positive et l'autre négative. Et ça permet d'avoir quand même une amplification intéressante avec, on le voit, un petit peu de distorsion à bas niveau, mais pas de consommation de courant. On verra plus tard dans le schéma que la classe B, c'est ce qui va être utilisé dans l'autre partie de l'amplificateur BF du petit poste, là, qu'on verra plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme solution pour éviter justement cette distorsion? Il y a ce qu'on appelle la classe AB. En ayant augmenté ici la tension un petit peu au-dessus du solde, et bien là, on voit que j'ai beaucoup moins de courbes ici en haut. Et ça, c'est dû au fait que j'ai commencé à dépasser un petit peu la partie courbe, justement, de la tension. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 0,6 volts sur la base, par exemple, j'ai 1 volt. Et ça, c'est ce qu'on appelle la classe AB. En faisant ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que même au repos, en l'absence de signal, ma tension ici, elle baisse un peu, elle n'est plus tellement de 3 volts. Pourquoi? Parce qu'il commence à passer un certain courant ici dans le transistor. C'est le prix à payer pour limiter cette distorsion. Maintenant, ça n'empêche pas que j'ai encore cet immense problème de n'amplifier que les parties positives. C'est quand même pas très pratique. L'idée, c'est de se dire, je vais me donner de la place pour jouer. Ma tension d'alimentation, elle est de 3 volts. Si je continue le processus et que j'amène la tension moyenne de collecteur en continu pile à la moitié, c'est-à-dire à 1,5 volts, maintenant, je vais avoir quand même 1,5 volts vers le haut, 1,5 volts pour le bas pour jouer. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Je vais continuer à augmenter ma tension ici continue, voilà, jusqu'à temps que j'arrive à la tension de 1,5 volts au niveau du collecteur. Qu'est-ce qu'en faisant ça, j'ai fait quoi? On voit que là, je ne change rien au niveau amplification, mais j'ai ici un courant qui passe toujours en permanence dans le transistor, de façon à avoir 1,5 volts sur le collecteur. Si maintenant je remets mon signal alternatif qui va se modifier et venir s'additionner ici au signal présent, qu'est-ce qu'on voit? Quelque chose de très intéressant, c'est que pour le coup, j'amplifie bien les deux côtés. On voit bien ici que mon signal, là, au milieu par rapport au signal moyen continu, il est bien symétrique des deux côtés, et que maintenant, j'ai bien un signal qui amplifie bien la partie négative et positive. D'ailleurs, si on regarde bien, voilà, là, j'ai plus du tout de distorsion, quasiment. Voilà, si on se met comme ça. Et ça va me permettre de faire ça jusqu'à temps, voilà, hop, bien sûr que j'atteigne les limites. Pourquoi là il commence à gueuler? Parce que là je commence à atteindre la tension de saturation du transistor. Et pire, après en haut, j'atteins l'alimentation de 3 volts. Donc de toute façon, je pourrais pas, mon aire de jeu maximum, c'est l'alimentation, c'est-à-dire quand j'ai aucun courant dans le transistor. Et ici, la tension minimum qu'il doit y avoir aux bornes du transistor pour fonctionner. Mais on voit que, voilà, si je me mets ici, là j'ai quand même une sacrée amplification, vu que j'ai une tension de 690 millivolts crête-crête ici à l'entrée, et une sortie ici, on voit, qui fait plus de 1 volt largement à ce niveau-là. Ça, c'est ce qu'on appelle la classe A. L'amplification en classe A va consister à trouver un point de repos, un courant de repos moyen dans le transistor, qui fait que derrière, on va pouvoir évoluer largement en positif et en négatif par rapport à ce courant de repos. Et ici, ça résout complètement mon problème. Donc là, on voit, c'est ça qu'on appelle la polarisation. Bien, alors maintenant, on va déjà un petit peu résumer ce que vient de voir au niveau des classes de fonctionnement. Ici, on voit que la classe A, ça a l'avantage, c'est que ça amplifie, on voit aussi bien en positif qu'en négatif. C'est une faible distorsion. Il y a un courant de repos qui est élevé, et qui est d'autant plus élevé que la charge a besoin de puissance. C'est pour ça que la classe A, on va plutôt faire ça dans des faibles puissances, parce que le courant de polarisation va être de quelques milliampères, et c'est pas gênant. Pour info, il y en a qui ont essayé de faire des amplis de puissance audio en classe A, mais en gros, un ampli de 20 watts en classe A, il va consommer 10 watts au repos. Il y a Elector qui avait fait dans le temps un schéma, qui avait proposé un montage qui s'appelait l'Optime A, si je me rappelle bien, qui était un ampli comme ça en classe A. Donc ça fait des bons amplificateurs, il n'y a rien à dire par rapport à ça, mais l'effet de bord, c'est que ça fait aussi des radiateurs. Et honnêtement, maintenant, avec les semi-conducteurs qu'on a et les techniques qu'on a, il y a des moyens quand même d'avoir une aussi bonne qualité sans en arriver à de telles extrémités.
Ensuite, on a vu la classe B. Donc la classe B, c'est pareil, ça n'amplifie qu'une partie du signal. La distorsion est forte aussi à cause, ici, on a vu de la limite. Par contre, ça ne consomme rien en repos. Et c'est par contre plutôt utilisé donc pour la puissance. On va retrouver donc là après la classe AB, hein, qui est la même avec ici quand même, cette petit début de polarisation qui fait que ça limite la distorsion, qu'il y a quand même un petit courant de repos, et c'est pareil, on va avoir quand même de la puissance. Bon, il faut savoir que hein, c'est pas le but vraiment de la vidéo, j'en ferai peut-être d'autres sur le sujet, mais la majorité de tous les amplificateurs de puissance pour haut-parleurs faits avec des transistors, souvent, ils sont en classe AB. C'est généralement fait comme ça, sachant que c'est un montage symétrique qui fera la partie positive et un autre qui fera la partie négative. Et donc, pour rappel, la classe C, hein, qu'on a vu, qui n'amplifie ici que ça, qui n'est vraiment pas faite pour faire de l'audio avec une distorsion énorme, qui n'a pas de courant de repos, mais qui va avoir des amplifications en amplification un peu de puissance HF pour faire des doubleurs, tripleurs, enfin... J'en parlerai peut-être aussi dans une autre vidéo, mais ici, c'est pas le but. Alors vous allez me dire, bah, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait dans la pratique? Alors ce qui vient à l'esprit pour faire le montage ici en classe A, c'est de faire ici ce montage-là. On a ici un transistor. Je vais mettre là cette résistance qui va faire passer à l'intérieur de la base le courant nécessaire pour que passe ici entre le collecteur et l'émetteur un courant tel pour qu'au repos, j'ai ici la moitié de la tension d'alimentation. On retrouve donc ici les formules très simples. Le courant collecteur que l'on va choisir ici, c'est celui qui développe aux bornes de la résistance de charge une tension qui va être en gros égale à la moitié de la tension d'alimentation. Pour faire passer ce courant ici, il faut faire passer dans la base un courant qui est le courant collecteur divisé par le gain. Hein, je vous rappelle, le gain, c'est le rapport entre le courant de base et le courant de collecteur. Et donc, pour calculer ici cette résistance, ben, c'est très simple. On va faire la tension VCC moins la tension ici de seuil, d'autres 0,6 volts, divisé par le courant de base, et ça nous donnera la valeur de cette résistance. Donc on voit, c'est assez simple. Ici, on a un exemple alimenté en 10 volts, donc c'est pareil. Donc là, on aura une tension de repos de 5 volts, et on voit la sortie varierait à ce niveau-là. Comment on va mélanger la tension alternative avec ça? Ben, pour cela, on va mettre ici un condensateur donc qui coupera ici le continu et ne fera passer que l'alternative qui va se mélanger ici. Pour info, si on voulait en sortir, récupérer que la partie alternative, ben, on mettrait aussi un condensateur ici à la sortie. Donc voilà, ça on va dire, ben, c'est super, voilà un montage qui a l'air très simple. Pourtant, ce montage-là, bien qu'il peut être utilisé, il a des inconvénients, hein. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Alors quels sont les principaux inconvénients de ce montage? Un des premiers inconvénients qu'il a, qui est très important, c'est sa grande sensibilité aux variations de tension. On voit que dans l'équation, déjà, pour avoir ici une tension qui est la moitié de l'alimentation, bah, on voit que dans l'équation, ici, on a la tension qui joue. Donc si ici, elle bouge, elle va bouger. Mais ici, elle va relativement pas beaucoup bouger. Où c'est beaucoup plus embêtant, c'est pour la partie de base. On voit que dans les équations ici qui calculent le courant de repos, donc la tension ici de repos, eh ben, rentre en compte le gain du transistor, la tension de seuil et la tension d'alimentation. Le tout multiplié par le gain. N'oubliez pas que si un transistor ici il a un gain très important, une toute petite variation de courant ici va faire une très forte variation de courant ici. Et c'est ça le plus gros problème. Ici, on est alimenté par pile. Trouver les bons réglages de telle façon à ce que quand la tension ici bouge, le point de fonctionnement ici reste correct, ça va être très compliqué. Deuxième problème, la sensibilité à la température. La tension de seuil d'un transistor dépend quand même relativement fortement de la température. Donc pareil, comme la température ici va varier, on voit que le 0,6 volts ici, hein, c'est la fameuse tension de seuil, elle va varier avec la température, donc elle va faire varier le courant de base, et encore une fois, multiplié par le gain, on va décaler ça. Et le troisième problème de ce genre de montage, c'est qu'on est très dépendant du modèle de transistor. Même avec la même référence, un datasheet d'un transistor comme ça, il va dire le gain, il est garanti entre 100 et 300. Ça change beaucoup. On voit dans les calculs ici le point de fonctionnement. Donc ça, c'est assez gênant parce que ça veut dire que quand on fabrique le schéma, on risque d'avoir des fonctionnements très différents. Alors, comment
dans la réalité, ceci a été fait dans notre petit poste ici de radio. Alors voilà le schéma auquel on arrive. J'ai remis ici le schéma de l'alimentation et que la première partie de l'amplificateur. On va voir ici que cette première partie, on va considérer quelque part, même si c'est pas réel, que la charge ici, au lieu d'être une résistance, on va dire que c'est le primaire d'un transfo, mais on verra plus tard le pourquoi de ça, mais on voit que si on mesure ce primaire avec un ohmmètre, on trouve ici une résistance de l'ordre de 178 ohms. Donc on va considérer, au moins pour la polarisation en continu, que c'est comme si on avait une charge ici de 178 ohms. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? Ici, on va retrouver ce qu'on avait vu dans notre alimentation ici régulée. Et c'est là qu'est toute l'astuce. On a vu que dans les problèmes de variation de tension, la variation de tension au niveau ici du collecteur n'était pas très grave, elle était grave dans le circuit de base. Donc pour résoudre le premier problème, on voit ici maintenant qu'on a, avec cette régulation qu'on a vue dans la vidéo précédente, une tension ici qui est fixe. Donc maintenant, même si la tension de pile varie, ici, on va dire que le courant de base variera quasiment pas, et ça éliminera le principal problème qu'on a vu. Ensuite, il y a la température. Alors là, c'est partiellement résolu, on va voir, mais regardez ici, les deux diodes là, c'est elles qui font la référence. On peut admettre que comme c'est dans la même boîte, la température ici de ce transistor va être très proche de la température de ces diodes. C'est aussi la raison pour laquelle je les ai montés un petit peu séparés du bord du circuit, justement pour que, vu que les transistors sont aussi montés pareil, il n'y ait pas une inertie un petit peu différente. Et alors même si ici il y a deux diodes, ici il n'y en a qu'une, ça va quand même aller dans le même sens. On va dire que quand la température ici va faire varier les diodes, ça variera à peu près la tension de seuil dans des proportions un petit peu identiques, et ça réduira le problème. Alors c'est vrai que comme ici il y a deux diodes, ici il n'y en a qu'une, ça ne sera pas parfait. Enfin je veux dire que ça va quand même se compenser un petit peu. Reste ensuite le troisième problème de la variabilité entre les transistors. Donc là il n'est absolument pas résolu, sauf par une grande tolérance. Ici, on voit que si la tension de repos change, c'est vrai que si je vais exploiter pile poil le maximum, là je risque d'atteindre les limites, mais si je ne suis pas tellement gourmand, je dis qu'ici, de toute façon, ça ne variera pas de plus de 1 volt. On voit que si je suis alimenté en 3 volts, j'ai de la place pour jouer, d'autant plus qu'on va voir tout à l'heure que le côté selfique ici de la charge joue aussi en ma faveur. Donc voilà pour cette partie, on va dire driver. Et là, on va récupérer sur le potentiomètre de volume via ce condensateur. On a vu qu'il va ne laisser passer que le continu, le mélange. Donc le rôle de ce transistor-là, c'est déjà de faire une préamplification. Et on va voir après justement de piloter la partie puissance de l'amplificateur BF. Maintenant, montons cette partie-là. Avant de passer au montage, on peut en profiter pour tester le transistor que l'on va utiliser. Donc là, on va utiliser ce petit testeur que je vous ai déjà présenté, qui va nous permettre de vérifier déjà qu'il est bon, et aussi de connaître ses principales caractéristiques, à savoir ici le gain, donc on voit qu'il est de 435, le gain en courant, et la tension de seuil base émetteur, qui est ici de 683 mV. Alors, suite aux formules que je vous ai données, on peut très bien essayer d'en déduire la valeur qu'on va trouver sur le schéma, et vous trouverez bien sûr des différences, parce que déjà la tension de seuil ici indiquée et le gain, c'est pour un certain courant de base donné, et que, encore une fois, tout est variable dans notre transistor. Enfin, au moins, ça permet d'avoir une idée. Nous allons passer au montage de la partie, donc on va dire driver préampli. Ici, on voit qu'il n'y a pas grand chose comme composant. Il y a le transformateur, donc qui sert de charge pour l'instant. Le condensateur de blocage de la tension continue pour l'entrée du préampli, la résistance de polarisation et le transistor. Alors, allons-y, on va monter tout ça. Alors attention, il y a deux transfos, il ne faut pas se tromper. Alors le mien ici, il est vert. Je ne sais pas si c'est toujours vert, mais le plus simple, c'est de mesurer ici les valeurs. Celui dont la résistance au primaire ici est de l'ordre de 178 ohms, c'est celui-là qu'il faut utiliser. Il ne faut surtout pas prendre l'autre qui a des résistances beaucoup plus faibles. Alors, ça y est, j'ai mis les composants. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire. La résistance de 51K R10, là, se met ici. Donc 51K, je rappelle que
Ça fait vert, marron, orange, hein, 5, 1 et 3 et 3, 0. On a resté ce qu'on voit ici. Donc le transistor est mis ici. Ici on retrouve le condensateur. Et ici donc le transfo. Alors on fait attention, je ne sais pas trop pourquoi, il y a des endroits ici sur le circuit, comme on peut le voir là, où il y a des straps qui permettent d'isoler des bouts. Et il y en a typiquement un ici sur la sortie. Alors ça veut dire que si on ne fait pas un petit pont de soudure dessus, la charge ne sera pas mise. Alors bon, bien sûr, après on coupe les pattes. Là, j'en ai certaines que j'ai laissées de façon à pouvoir facilement mettre des sondes dessus pour faire des mesures. Mais enfin, normalement, on coupe. Donc voilà, on avance. Alors ben, maintenant, on va vraiment mesurer avec l'oscilloscope et voir ce que donne ce petit montage. J'ai ici donc branché le système. Et j'ai ici donc la voie d'entrée et ici la sortie. Donc là, c'est pas alimenté. Je branche l'alimentation de 3 volts. Et déjà, on peut voir quelque chose de très intéressant, c'est la tension de repos. Donc là, on voit qu'elle est relativement élevée. Elle est de 2,61 volts. Comme on a pu le voir au cours de toutes les explications, cette tension elle peut varier dans des proportions relativement importantes parce qu'elle va dépendre du modèle du transistor particulièrement, relativement peu de la tension d'alimentation, mais quand même un petit peu, et surtout quand même de la température. Alors, je vais mettre ici un signal de 1 kHz à l'entrée, et voilà. Et ici, on voit bien qu'on a une très bonne amplification, dans la mesure où le signal d'entrée est de 10 millivolts crête-crête, et en sortie, on voit qu'on a un signal de crête à crête qui est très important. D'ailleurs, on peut très bien ici justement changer l'unité de mesure pour voir du AC/RMS. Et on voit qu'on a 1,33 volts aux bornes de la charge. Alors, on peut se dire, tiens, comment c'est bizarre, la tension de sortie est supérieure ici à la tension d'alimentation. Alors ça, c'est dû, je veux dire, au fait que la charge, c'est un transfo. Et ça change un petit peu la donne. Ça sera le but de la prochaine vidéo, de regarder un petit peu ça. Mais c'est ce qui explique le fait qu'il n'y ait pas de saturation ici, alors qu'on dépasse très largement la tension d'alimentation. Hein. Ici, on est en 1 volt par carreau. La masse est ici. Donc 1 volt, 2 volts, 3 volts. L'alimentation, elle est à ce niveau-là. Et on voit qu'on dépasse ici largement. Mais c'est vraiment dû ici à ce côté selfie. Enfin bon, ça n'empêche pas, hein, ça on verra plus tard. Toujours est-il que pour l'instant, là ça nous permet de voir que ce étage préamplification marche bien avec relativement peu de distorsion. Donc ici on voit qu'on a une amplification très très importante vu qu'on passe de 10 millivolts à 1,33 volts, hein, ce qui fait un gain de 133, ça multiplie la tension par 133. Bon, et on avance bien, on avait vu la partie alim, maintenant, hop, on vient de voir ici, donc, toute la partie, on va dire, driver de l'amplificateur BF. Alors ça fait quand même des vidéos qui sont longues, hein, qui sont malheureusement un peu plus longues que je voudrais. Mais encore une fois, le but de cette série ici, c'est pas tellement de monter ce kit, c'est surtout d'essayer d'acquérir un petit peu des connaissances, un petit peu par la pratique, et c'est pourquoi je vais un petit peu pas à pas. Donc dans la prochaine vidéo, j'espère qu'on pourra voir toute cette partie-là. On va parler des problèmes d'adaptation d'impédance, et j'espère qu'on finira la partie BF, ce qui nous permettra après d'attaquer la partie radio proprement dite. Voilà pour ce nouvel épisode, j'espère que j'aurais pas été trop long ou trop théorique. N'hésitez pas à me faire des retours hein, si vous trouvez que je deviens un peu trop compliqué. Je vous cache pas que ces vidéos, elles sont un petit peu espacées, mais je mets pas mal de temps à les préparer, hein, c'est pas très facile. Encore une fois, hein, le but c'est de garder quand même un côté pratique, sachant que après pour tous ceux qui veulent de la théorie, et d'ailleurs sur toutes ces classes de fonctionnement, ceux qui veulent voir des courbes, des réseaux de Kellogg, et j'en passe et des meilleurs, vous trouverez facilement votre bonheur sur le net. En attendant, c'est bientôt les vacances pour certains, donc vous allez pouvoir vous polariser en classe P, hein, comme Pastaga. Bien que pour l'instant, je ne sais pas où autre part, mais enfin ici en Vendée, je peux vous dire que la météo n'est pas encore vraiment là. J'espère que ça va quand même s'améliorer. Que Popol, le démon des polarisations, vous maintienne dans un état de repos acceptable et à bientôt pour de nouvelles vidéos.